Avant de commencer, je veux juste vous dire un gros merci de votre patience. Comme vous le savez, le Top 10 2021 a été originalement diffusé live sur YouTube en janvier dernier. J'avais l'intention de sortir le Director's Scott beaucoup plus tôt que ça, mais j'ai eu des petits empêchements, des problèmes en cours de route, puis ben de la bad luck. En plus, pendant le live, on a eu des petits problèmes avec l'audio, fait qu'il a fallu que j'arrange ça au montage pour pas qu'il y ait de décalage avec la vidéo. J'en ai aussi profité pour pimper un peu le visuel, puis je trouve que c'est rendu vraiment le fun à regarder. J'ai même fait composer une tune d'intro par mon compositeur, Marc Sanson du groupe Insurrection. C'est aussi lui qui a composé ma tune d'intro pour les Crap of the Crap, puis je trouve qu'encore une fois, il a fait du Christy de beau travail. Donc, c'est pas mal ça, je vous retiens pas plus longtemps. Encore une fois, merci les tripeux, puis bonne vidéo! Salut tripeux d'horreur et bienvenue à cette deuxième édition du Top 10 annuel de Yolin pis moi! Comment ça va mon Yolin? Ça va super bien, j'ai ultra fucking soif. Ben moi aussi. Donc on va commencer avec les choses importantes. Qu'est-ce que tu te sers à soir? Ben, je vais y aller avec ma plus nice, puis je vais commencer avec Microbrasserie Pixel, la Cold Busters Stout. Malade! Une stout impériale au café infusé à froid. Puis j'y vais pas mou, 10% en partant. Let's go. Comment ça en Lyon? Puis je dois faire le shout-out aux pairings parce que les pixels ont toujours des accords avec quoi boire ta bière. Okay. Les pairings sont, regarde les beaux petits logos qu'il y a là. Donc, t'as les Slimer. Oh, ouais, wow. Puis t'as les outils des Ghostbusters. Okay. Wow. Les guns. Pis... C'est parfait. C'est parfait. Puis moi, toi, je m'ouvre mon classique, la belle gueule. Je me suis pogné encore une fois le mix hivernal. Fait que j'ai un mix. Fait que là, je commence avec la rousse. C'est bon, je me sers ça dans mon beau verre de Freddy Krueger. Ah, moi, vous n'allez pas voir ce qui est écrit. Ben, c'est ce papa est awesome. Mais là, c'est noir sur noir. Fait que ça donne pas grand-chose. Je te laisse starter ça. Parfait. Donc, on commence ça avec du négatif. Oui, je trouvais ça drôle que c'est moi, j'y étais avec toi. Puis tu me dis, première catégorie, c'était déception. Let's go. Ben, c'est parce que j'aime mieux qu'on se débarrasse de ça en partant pour qu'on puisse se concentrer sur ce qui est le fun après. Donc, c'est quoi qui t'a déçu cette année? Sacrement. Simon qui fait des hosties de design de Mongol. Oh, c'est beau, la déception. C'est beau. C'est très, très beau. Très beau. Donc, ce qui m'a déçu cette année, bien sûr, j'ai écouté beaucoup de films. J'en ai écouté beaucoup avec toi et Rich aussi, justement, cet été. On a écouté plusieurs avant de revoir le confinement et toute la merde. Mais bon, je pense que toi, tu l'avais bien aimé, ma première déception, mais moi, je ne l'ai vraiment pas aimé. Je pense que je sais c'est quoi déjà. C'est le film Censor, sorti en 2021. J'embarquerai pas trop là-dessus, vu que c'est des déceptions, on ne veut pas trop en parler longtemps. Mais je m'attendais à tellement plus, puis l'actrice principale, je la trouvais vraiment plate. Ah ouais? Oui. Ben moi, je trouvais qu'elle était bonne dans son rôle. Là. No, please, no, wait, please, wait. I just want my sister. I just want to see her. I just really want to see my little sister. I want her back, please. Please. Elle m'a pas fait grand-chose, mettons. Ah non, ben, tu me l'avais déjà dit, fait que je m'en doutais un peu qu'il était pour être là. Ouais. Deuxième déception, ça, si tu n'as pas mis ça dans tes déceptions, je vais être déçu de toi, mais je suis sûr que tu l'as mis toi aussi. On l'a regardé ensemble, Rich va s'en rappeler très bien, mais c'est le film Seventh Moon, sorti en 2008. Ah, c'est que c'était une merde, ce film-là. C'était fait en plus par le même directeur que Blair Witch original, tout le kit, beau hype, cast quand même le fun, Amy Smart là-dedans. Caliste, c'était une merde. Il n'y a pas grand-chose de bon, ce film-là.
Non, vraiment pas. Puis, c'est drôle parce que l'autre film, c'est aussi un film que j'ai regardé avec toi et Rich. C'est Ah le ouais? signe qu'on a regardé beaucoup de films. Mais c'est une déception de Nick Cage qui est Prisoners of the Ghostland. On l'avait regardé pour le festival Fantasia, je crois. T'avais eu. Oui, j'avais eu des codes de données de C'est ça. Geneviève, si je ne me trompe pas. Puis je nous avais réservé une soirée pour regarder ça. Puis finalement, t'as pas trop le droit. Tu sais, c'est pas un film aussi mauvais que Seventh Moon, on va se le Non, dire. non. Mais c'était décevant en crise. Oui. Donc, Je l'avoue. c'était mes déceptions. Lesquelles étaient les tiennes, mon Dan? Ben moi, ma première, tu l'as déjà dit, c'est Seventh Moon. Je le savais, je le savais. Je le savais, fallait que tu la mettes aussi. Là. J'avais pas le choix. J'ai tellement haï ce film-là. Là, comme, Oui. je vais juste vous lire ce que j'ai écrit sur Letterboxd, puis vous allez comprendre pourquoi ce film-là m'a déçu. En fait, il m'a pas déçu, il m'a fait chier. Oui. J'ai écrit Callis, on dirait que ça a été filmé au travers de jumelles pendant un tremblement de terre par Michael J. Fox. En gros, c'était pas regardable. Ça aurait pu être bon si la caméra bougeait moins, mais bon. Puis c'était dark. Tout le long, C'est ça, c'était dark. c'était très sombre, puis la caméra bougeait tout le temps. On voyait fuck all. Non, je pense qu'à la fin, on était rendu qu'on faisait juste parler entre nous parce que le film, il n'était pas en Ben, on n'était pas capable de suivre. T'es juste pas capable. C'était mauvais à ce point. Next, moi, ça me fait chier de le mettre là, mais j'ai mis Halloween Kills. J'ai été déçu. Si vous avez vu mon top 10 des morts de la franchise Halloween, mon avis n'a pas changé depuis parce que je ne l'ai pas revu. Mais c'est le film que j'attendais le plus l'an passé. Puis malheureusement, mes attentes n'ont pas été comblées. J'ai pas détesté, mais j'ai pas pu m'empêcher d'être déçu. Ça va peut-être changer, mais que je le revois parce que je l'ai acheté, j'ai le Blu-ray. Il est encore emballé dans mes tablettes. Puis c'est la version longue. J'espère qu'elle n'est pas trop longue pour rien. Déjà que le film, il filait fucking long. Quand même. Fait que je m'excuse aux gens qui ont aimé ça, mais Halloween Kills, pour moi, était une déception. Donc, c'était tout pour tes déceptions, je crois? Ouais, moi, j'en avais que 2. C'est bon. Donc là, on s'en va dans du un petit peu plus positif, en fait, pas mal plus, avec nos mentions honorables. Donc, des films. Wow! Donc, des films qui étaient juste pas assez bons pour être dans le top 10, genre. Ouais. Wow, les affiches, Simon, tu te surpasses. Ouais, c'est parfait. Oh God, c'est beau. Ouais, des films qui n'ont juste pas fait nos top 10 probablement, ou des mentions de choses qui ont passé sous le radar de certains, I guess, qui pourraient être aussi là-dedans. Ah, ça, là. ouais, pourquoi pas? Donc, je vais y aller en premier. Mon premier choix est en fait 3 choix en un. J'ai triché. C'est la trilogie des Fear Street. Donc, Fear Street 94, 78 et 1666. Tous les 3 sortis sur Netflix directement en 2021. Donc, une trilogie que je trouvais qui allait en ascendant. Les 3 étaient excellents et finissent sur un esti high note. J'ai adoré chacun des segments, tous très différents les uns des autres. Si tu voulais du slasher, tu allais vraiment dans celui de 78 qui était très dans un camp à la Friday the 13th. Ces éléments-là. Après ça, tu avais la grosse vibe des années 90 avec Fear Street 94 qui est avec beaucoup de néons, beaucoup de belles couleurs vertes et mauves. Puis tu as 1666 qui était l'époque des sorcières et tout ça. Mais il ne reste pas dans cette époque-là. Il revient en 94, le film, pour faire la boucle des 3 histoires que j'ai trouvé complètement fou et super bien fait. Donc, pour vrai, pas assez proche de faire mon top 10, l'a juste pas fait à 2-3 positions près, je dois dire.
Deuxième film dans ma liste étant The Void, sorti en 2016. Oh! Je l'avais toujours pas vu. Grand fan ici de tout ce qui est Lovecraftian en plus. Tout ce qui est cet univers-là m'intéresse énormément et j'avais passé complètement à côté de celui-là. Film super intéressant pour les fans qui se passe dans une place seulement, qui est un hôpital, justement. Je ne veux pas trop dire de détails parce que ça serait d'en spoiler, parce qu'il est facile à spoiler ce film-là. Mais pour fans de tout ce qui est Lovecraft, la pochette en disait même long sur ce qui est le film. Ouais. C'est vraiment un très, très, très bon film. Il va faire partie de ma circulation de quand je veux quelque chose de Lovecraftian dans le futur. Excellent Et choix. mon dernier n'est pas un film d'horreur, mais je l'ai mis là pareil. J'ai mis le film Pig, sorti en 2021. Ah ouais, hein? Qui est un drame quand même très lourd. Ça peut te donner une atmosphère qui peut être semblable à un film d'horreur, mais je me devais de le mettre. C'est pas un film grand public, c'est un film assez underground, assez intense et une des meilleures performances que j'ai vu Nick Cage faire. Il est dans un autre univers, c'est très spécial. C'est un homme et son amour pour son cochon. Son cochon étant son animal de compagnie dans le film et il essaye de le retrouver. Donc, j'ai vécu beaucoup, beaucoup d'émotions avec ce film-là. Il aurait pu être techniquement mon meilleur film de l'année. Je ne l'ai pas mis dans mon top 10 parce qu'il n'était pas horreur. Donc, je l'ai mis de côté dans mes mentions seulement pour cette raison. Mais techniquement, c'est mon meilleur film de l'année. Hey. Go to bed. Donc, sérieux, je le recommande fortement à tout le monde. Moi, c'est un des rares films cette année que j'ai donné 5 étoiles sur Letterboxd directement. L'autre étant un film qui n'est pas un film d'horreur non plus, c'était The Mitchells vs. The Machines, qui est un film d'enfant animation. Si vous n'avez pas vu ça aussi, allez checker ça. Mais c'est vraiment très, très bon, ça aussi. Nice. Donc, je vais te laisser y aller avec tes mentions à toi. Moi, ma première mention, c'est The Predator. Oh, c'est vrai, tu l'avais toujours pas vu, toi. Ça. Non, je l'avais toujours pas vu. Puis tabarnak que j'ai eu du fun avec celle-là. Comme, oui, c'est plus une comédie qu'autre chose, mais bon, c'est le fun. Je me fous des critiques hyper négatives. Moi, je vous dis, regardez-le, puis faites-vous votre propre opinion. Les chiens prédateurs. C'est quand même cool. Moi, je les adore. Nice. Moi, j'ai adoré ce film-là. Là. Je l'ai vu quand il est sorti. Je l'avais regardé avec Ty. Puis, on avait vu les critiques de merde. Puis, les deux, à la fin du film, on a fait « Caliste, c'était bien non fucking bon, ça. Va chier, les critiques de merde. » là. Ouais, moi, ce qui me frustre vraiment, c'est qu'on verra jamais de suite à ce qui s'est passé dans ce film-là. Comme la finale, j'ai fait comme « Oh, ben, je vais en voir plus. C'est cool. » Je suis entièrement d'accord. C'est un excellent film qui a été mal jugé. Il y a eu plein de problèmes dans sa production. Tu sais, Shane Black, il a dû faire beaucoup de reshoots parce qu'il a casté un prédateur sexuel qui était comme dans le système, là, whatever. Là. Puis il a dû reshooter plein de scènes. Il y a eu une production de merde. Mais câlisse, le film se tient. En tout cas, ensuite, j'ai mis The Dead Zone. Oh yeah! Oh. C'était dans ton top 10 l'an passé, donc j'en parlerai pas trop, mais je vais au moins dire que j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était dans les meilleurs films de David Cronenberg que j'ai vu à date, malgré le manque de body horror. Les personnages étaient tellement attachants, là, surtout Christopher Walken. Là, je ne sais pas ce qu'il a fait dans ce film-là, mais tabarouette, j'avais juste envie de le prendre dans mes bras. Surtout, je ne vais pas spoiler, mais dire quelque chose. Tu sais, surtout dans la deuxième phase du film, lorsqu'il est rendu professeur seul chez lui, là, tu as juste le goût d'y donner un câlin et faire comme « je t'aime ». Oui, oui. En tout cas, je comprends à 100% pourquoi c'est devenu une série télé. C'est excellent.
Mais je ne l'ai jamais regardé la série télé. Est-ce que c'est bien coté? Aucune Est-ce que c'est idée, je ne sais pas, mais je comprends pourquoi que ça a été adapté. C'est juste ça que je voulais dire. Facilement, facilement. Comme tu peux facilement runner, ça runait quoi, à 4-5 saisons, ça? Ah, ouais. Je pense. Ou 3-4. Là. OK, ben là, Ça runait, je vais regarder ça, c'est sûr. Mais c'est pas avec Christopher Walken, c'est avec voyons comment il s'appelle. Anthony Michael Hall. Oh, nice. Fait que c'est quand même un bon choix. Mm-hmm. D'accord. Donc, ensuite, moi, j'ai mis The Birds d'Alfred Hitchcock. Ah ouais, c'est vrai, tu l'as regardé pour la première fois cette année. Ben oui, j'avais mis The Birds dans mon top 10 Shameless que j'ai sorti en 2017. Mm-hmm. Puis là, ben, je l'ai finalement vu. C'était le deuxième film d'Alfred Hitchcock que je voyais. Puis honnêtement, je ne sais pas lequel je préfère entre lui et Psycho. Ça, c'est un bold statement, là. Ben, The Birds est vraiment bon. Ses personnages sont full attachants. Puis, je sais pas, j'ai aimé l'univers. J'ai super embarqué dedans. Puis, tu sais, oui, c'est sûr, ça date des années. C'est quoi, sorti des années 60. 60 là. 60. Et les effets spéciaux sont pas tout le temps au rendez-vous, mais on s'en fout parce que c'est plus l'histoire des personnages qui est intéressante que les attaques de Wizzo. Mitch. Ça, c'est très nice. Je l'ai toujours jamais vu, moi, The Birds, d'ailleurs. En tout cas, c'est 1 million de fois meilleur que Birdemic. J'ai failli le mettre dans mes comme mentions pour dire à quel point que c'était de la merde. Ah, c'est de la grosse merde, mais moi, je peux pas m'empêcher de l'aimer, là. Shit, here they come! Donc, ensuite, catégorie nouvelle cette année, qu'on n'avait pas l'année passée, on a décidé de vous parler de nos surprises. Pas nécessairement des films qui méritaient d'être des mentions honorables, mais des films qu'on avait une opinion très basse puis qui nous ont surpris, ou des films qui sont sortis de nowhere puis qui nous ont marqués. Ou des films qu'on s'est fait dire qu'ils n'étaient pas bons puis qu'à fait de compte, c'était nice. C'est ça, c'est ça. Donc, je vais commencer. Ouais. Avant même de montrer la pochette, j'avais une opinion haute du directeur à cause du film qui a fait mon top l'année passée. Vous vous rappelez très bien du film que j'ai parlé, Scare Me, que j'en ai mentionné. J'ai mentionné les acteurs, j'ai mentionné le directeur, tout le kit. Et cette année, il sortait un nouveau film qui s'appelle Werewolves Within. Oui, oui. Que j'ai entendu beaucoup de mauvaises critiques et j'avais peur. Et j'ai été surpris dans le sens que, câlisse, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça très bon. J'ai trouvé ça absurde dans le même genre que Scare Me. Lui non plus ne fait pas mon top, mais j'ai été surpris d'autant aimer ce film. Il y a plein d'éléments super intéressants là-dedans. C'est pas nécessairement ce qu'on s'attendrait du film. C'est autre chose à un certain degré. OK. Mais c'est super le fun. J'ai vraiment aimé. Puis je suis en amour avec ce directeur-là. Je crois que je vais sauter sur tous ses projets. Il me fait triper. Si vous avez aimé Scare Me, allez checker Werewolves Within. C'est dans la même veine, même style de direction, un petit peu d'absurde, un petit peu d'horreur. Vraiment parfait. Allez checker ça. Nice. Une autre surprise, celle-là est left field. Puis là, on n'est pas en 2021 avec ce film-là, on est en 88. Puis c'est un film de Nicolas Cage, puis je ne l'avais toujours pas vu, c'est Vampire's Kiss. Oh! Nice! Ça a été une belle surprise pour moi parce que autant qu'il est absurde dans son rôle comme il est toujours, il est très, très ancré son rôle, il est fort, puis il y a beaucoup de mimes basés sur le rôle qu'il a fait dans ce film-là. Ouais, beaucoup. Que je ne connaissais pas avant de voir le film. Je ne savais pas que ça venait de là. Donc là, de voir toutes ces scènes iconiques-là qui sont des mimes aujourd'hui, comme lui qui ouvre ses yeux grands ouverts, toutes ces choses-là, ça vient tout de ce film-là. Ouais. Fait que, de tout voir ces scènes-là, donc c'est une belle surprise, c'était vraiment plaisant. Je pensais que ça serait plus con que ça,
Puis c'est pas si con. Le film est solide. Je veux pas spoiler trop d'affaires, mais sa descente en folie par rapport à ce qui se passe à son corps et à lui est vraiment intense. Comme c'est pognant, c'est fort, j'adore. Donc, j'ai accroché tout de suite à son rôle. Puis c'était une très belle surprise cette année pour moi. I'm a vampire! 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 Et là, attends, pour mon troisième film de surprise, là, on recule encore plus. On s'en va en 71. Oh! On avait fait un mois de Hammer Movies. Oui, 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 oui. Et j'aimerais ça shout out ce film-là qui est Dr. Jekyll and Sister Hyde. Ah ouais. Oui, que j'ai extrêmement accroché à ce film-là. Les personnages étaient attachants. Ils ont choisi, dans le fond, Dr. Jekyll, au lieu de se transformer comme une créature, il se transformait en version féminine de lui-même. Oh, OK. Et l'acteur et l'actrice qu'ils ont choisis sont parfaits. Ça n'a aucun bon sens. Au plus petit détail et toute l'histoire qui tourne autour de ça, si vous connaissez bien Dr. Jekyll and Mr. Hyde, est vraiment le fun parce que des fois, il est la femme, donc il est séduisant envers certains hommes et il amadoue certaines personnes, puis après ça, il devient son personnage qui est l'homme. Puis le concept derrière dans ce film-là étant qu'il cherche une façon de vivre plus longtemps. OK. Donc, il utilise les gènes féminins qui peuvent reproduire la vie. Oh. Donc, lui essaye de trouver cette formule-là, puis à la place, il découvre ce qu'il découvre et il devient deux personnes en un. Donc, j'ai vraiment aimé tout le twist sur l'histoire traditionnelle qu'on connaît et j'ai aimé le jeu d'acteur énormément. Donc, une grosse surprise pour moi parce que les Hammer Films, je ne les connaissais pas tant que ça. Puis je peux shout out quasiment le mois complet de Hammer Films parce que j'ai découvert des beaux bijoux là-dedans. Je sais que ça avait commencé rough pour toi, là, les premiers que tu avais regardés là, ou que tu n'avais pas l'air de triper. Je pense que j'avais comme 3 ou 4 écoutes d'affilée que j'étais comme tabarnak, je regrette mon mot au complet. Puis après ça, j'ai pogné comme 5 bons films. Genre, fait que là, ça allait bien. Donc, celui-là fait partie des bons films de ce mois que j'ai adoré. Nice. J'aime ça. Oui. Là, C'est à toi. Donc, moi, mes surprises, c'est 2 films de 2021. Premièrement, j'ai mis Resident Evil Welcome to Raccoon City. Ouais, je ne l'ai toujours pas vu, moi. Là, il faut que je fasse une confession. J'ai passé proche de le mettre dans mon top 10 parce que je l'ai vraiment aimé. Mais c'est pas exactement un bon film. C'est un film pour les fans des jeux, puis même là, un de mes bons chums qui est aussi fanatique que moi a absolument détesté. OK. Fait que les avis sont très partagés. Ils sont plus négatifs que positifs, mais moi, j'ai eu bien du fun, puis honnêtement, je capotais de voir à quel point c'était fidèle au jeu. C'est sûr, c'est pas parfait, mais pour un film qui a décidé d'adapter les 2 premiers jeux en même temps, ça aurait pu être vraiment pire. OK. Fait que moi, j'ai eu bien du plaisir. Tu en as parlé d'ailleurs sur le balado de Horreur Québec. Oui, ben, on n'a pas parlé de Resident Evil Welcome to Raccoon City, on a parlé de Resident Evil en général. On a fait un survol des jeux et des films de Paul W.S. Anderson. Donc, pour ceux qui sont fans de Resident Evil, ben, vous irez checker mon passage au balado d'Horreur Québec. Est-ce que je suis ça à coche? Hein? Ben oui, hey, hein? Ensuite, j'ai mis Slumber Party Massacre, le remake. J'avais pas vu ça non plus. J'avais quand même des attentes face au remake parce que Slumber Party Massacre, l'original, c'est un slasher que j'aime quand même beaucoup. Je sais que toi, tu ne tripes pas, mais moi, je l'aime bien. Puis le remake, ben, il est réalisé par Danishka Esterhazy, qui a réalisé le film des Banana Splits. Tu sais, l'adaptation full horror trash d'un show pour enfants des années 60. Fait que, sérieux, c'était pas mauvais.
ça pourrait quasiment s'appeler Slumber Party Massacre 4, mais la seule chose qui fait que c'est un remake, c'est que le tueur a le même nom que dans le premier film. Ah. Mais tu sais, overall, il y a un Slumber Party, il y a des filles, puis il y a une grosse drill. Qu'est-ce que tu veux de plus? De ce que j'ai entendu du film, c'est un petit peu plus un female empowerment que l'original, mettons. Oui, mais pas trop. Comme, OK. je trouvais que c'était bien, puis ça se prend pas au sérieux, fait que tu peux pas être fâché contre ce film-là, comme, mettons, OK. Black Christmas. Ça, c'est de la merde! Le dernier Black Christmas! Je n'avais parlé l'année passée. Ouais, t'en avais parlé l'année passée. Oui. Mais Slumber Party Massacre, moi, j'ai trouvé que c'était comme un bon twist sur la formule de cette série-là. OK. Je trouvais ça vraiment intéressant. J'aime ça, j'aime ça. Fait que tu checkeras ça. Je vais le checker, même si j'ai détesté l'original. Ben, faudrait au moins que tu checkes le 2, parce que le vieux 2, là, il est le fun. Puis c'est quasiment un musical par bout. Comme, ouais. Checkeras ça. Ben, on checkera ça. Je suis capable d'apprécier des musicals. Fait que peut-être. On se fera une date quelque temps cet été, là. C'est ça. Donc, next, comme catégorie, on a meilleur soundtrack / ambiance sonore. Fait que, oh, wow, de toute beauté. Donc, toi, quel film t'a marqué sonorement en 2021? Sonorement! Ben, c'est ça. Ah oui, il faut le dire aussi, cette catégorie-là, les prochaines 3 catégories, c'est toutes des films de 2021. Oui, ça c'est 2021, obligatoirement. Oui. Donc, pour la soundtrack de l'année, un film que j'ai regardé vers la fin de l'année, bien sûr, et c'était Last Night in Soho de Edgar Wright. Je vais spoiler que je vais en reparler tantôt. Mais Last Night in Soho, visuellement, premièrement, c'est fou. Mais ce qui est hot du côté soundtrack et musique, c'est que c'est un film qui fait un parallèle d'aujourd'hui aux années 60. Donc, tu as deux styles musicaux qui se mélangent. Tu as 2 styles de sonorité, tu as 2 vibes, tu as 2 choses complètement séparées qui se passent dans ce film-là. Oh. Je vais en reparler tantôt. Parfait. Soundtrack qui était très folle, justement quand tu vas dans les 60s avec la musique des 60s, c'est très hot, beaucoup de danse, beaucoup de scènes dans des bars de cette époque-là. Donc la musique est très, très, très appropriée. Donc j'ai adoré écouter ce film-là pour son côté sonore. Cool. Et pour toi, Dan? Moi, le film était... Je suis sûr, je sais c'est quoi. Je suis sûr. Le film était peut-être une déception, Je sais. mais la soundtrack d'Halloween Kills, tabarnak. C'est parce qu'ils ont pris Carpenter. 2 mots. John Carpenter, c'est ça. Puis en plus, il y a son fils qui l'aide à composer puis à jouer ou whatever. Fait que, tu sais, je peux pas nier que la soundtrack était sa gauche, là. Tu sais, c'est normal. C'est Johnny Boy puis son fils qui l'ont composé. Fait que ça pouvait juste pas être mauvais. Je m'attendais à 100% que tu allais mettre Ah ouais? Ouais. Ben, j'ai hésité. J'ai passé proche de mettre la soundtrack de Malignant. Oh, c'est très bonne soundtrack aussi. J'ai passé proche, mais John Carpenter, je l'ai tatoué sur le cœur, fait que c'était quasiment un no-brainer. Ouais. Je m'en doutais. Nice. Donc ensuite, toujours une catégorie 2021, le plus beau poster, les plus beaux posters de l'année. J'ai mis 2 films que j'ai vus et un que je n'ai pas vu, mais que j'adore le poster. Donc, je vais y aller en premier. Ben, je viens d'en parler pour la soundtrack. Il est nominé aussi pour le poster, mais Last Night in Soho, calisse qui est beau ce poster-là. C'est quasiment une peinture à l'aquarelle, tu sais, comme les gens dessus, tout délavé un peu. C'est super beau, c'est bien fait. J'adore comment la direction
du film et du poster qui représente très les années 60 et aujourd'hui, un peu tout blendé ensemble. Donc, sérieusement, j'adore cette pochette-là. Tu viens, toi, de parler de mon deuxième dans cette catégorie, mais le poster de Malignant. Ah, Sérieusement, le look du visage avec... Ah, sérieux, c'est tellement hot. Je pense d'ailleurs, Dan, que Malignant, tu l'as mis comme cover picture de Facebook pendant un bout. pas l'affiche, j'ai mis un screenshot. C'est ça, juste le visage. Puis tout ça. Ouais, Calisse, sérieusement, belle pochette, beau très design beau poster. qui fait référence beaucoup au Giallo, que je ne suis pas un grand fan, mais je sais que ça fait beaucoup référence au Giallo italien. Puis beau shout-out, super belle pochette, j'adore ça. Mais sinon, dernière pochette, c'est le film que je n'ai pas vu. J'ai comme oublié de le regarder complètement. J'avais vu Shame la on pochette. J'avais vu le poster, puis j'étais comme sacrément que ça a l'air hot, ce film-là, juste par le poster. Puis j'ai pas ce par-dessus. Mais c'est The Last Matinee. Ah Sérieux? oui, le poster est fucking nice. J'ai aucune idée si le film est bon. J'ai aucune idée c'est quoi les critiques de ce film-là. Mais on dirait un film des années 80. Ouais. Comme, on dirait un slasher des 80s, puis j'ai juste le goût de le voir à cause du poster qui est vraiment trop hot. Puis les couleurs, bien sûr, les couleurs dans le gros néon flash qui te pète aux yeux. C'est quelque chose que je trouve super beau. Donc, je voulais quand même le shout out, même si je ne l'ai pas vu. C'est bien correct. C'est vrai que l'affiche est hot. L'affiche est vraiment hot. Puis il y en a un autre que je n'avais pas vu, puis j'ai oublié. Je voulais l'écrire pour au moins le mentionner, je ne m'en rappelle pas, mais ça va me revenir plus tard. Puis il y en a un autre que je fais Ah, si, lui non plus, je ne l'ai pas vu. La pochette est fucking belle. Mais j'ai oublié. C'est à toi. Moi, j'ai juste un poster qui m'a vraiment marqué cette année. J'aurais peut-être pu prendre celui de Malignant aussi, mais le film m'a déçu, mais la pochette est belle. Prisoners of the Ghostland. La pochette est fucking Oh belle. my God! Voyons. Ce qui a fait que j'ai voulu voir le film, c'est la pochette puis Nicolas Cage. Fait que c'est ça. Déception, par exemple. Déception, par exemple, oui. J'étais sûr que tu allais mettre Malignant. J'ai passé proche, mais je trouvais que celle de Prisoner of the Ghostland était vraiment plus belle, puis je sais pas. T'es salty. Ah, peut-être. Donc, next, le meilleur acting de 2021. Oh my God. Là, tu vas rire un peu de moi, mais je te copie de l'an passé. Donc, c'est Nick Cage cette année pour moi. Oh! Et pour plusieurs raisons. OK, c'est ça que tu n'as pas mis de screenshot de film. Attends. Donc, je le shout-out pour plusieurs raisons pour moi. Donc, pour Pig. Pig étant mon film préféré cette année, ça m'a fait capoter. Aussi, le monde a détesté le film. Moi, j'ai adoré Willy's Wonderland. J'ai trouvé ça fucking hot. Je ne l'ai pas vu encore. Il ne parle pas une crise de fois dans le film. Son personnage est intense. J'ai trouvé ça fucking cool. Plein de monde l'ont détesté. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super le fun. Cool. Aussi, Prisoners of the Ghostland, sa performance est super bonne dans le film, malgré un film. Non, c'est ça. médiocre. Nick Cage, il n'est pas mauvais, là. Et il faut que je le shout-out. Faut que je le shout-out aussi parce que j'ai regardé Vampire's Kiss aussi là-dedans. Fait que pour moi, le meilleur acteur de 2021 est Nick Cage pour toutes ces raisons. Donc, j'avais 4 raisons pour dire que c'est lui le best. Puis, fait que, hey, chez Horreur FM, moi pis toi, ici, en 2 ans, on nomme Nick Cage. C'est fort. Yeah. Si tu veux, on l'aime, Nick Cage. Moi, mon meilleur acting, là, je vais peut-être avoir de la misère à prononcer son nom. C'est Yahya Abdul Mateen de Second, 2, je sais pas. En tout cas, dans Candyman. Sa performance a presque fait le film pour moi. J'ai trouvé qu'il rendait son personnage très humain, puis il m'a tout de suite fait embarquer dans le film. C'est vraiment un acteur à surveiller, je crois.
Sauf peut-être dans le nouveau Matrix parce que ça a l'air pourri. J'ai pas le goût de le voir. Non, moi non plus. J'ai regardé des critiques. Puis, on s'entend. J'ai vu les 3 premiers, puis j'aime juste le premier, puis je l'aime pas tant que ça. Non, moi non plus. Fait que le 4e m'intéresse pas tant. J'ai pas mal plus hâte de voir John Wick 4 que Matrix 4. Qui a été repoussé d'1 an complet. Ouais. Hein? Anyway. Mais ouais, bon choix. Son acting, il est fort. Ah, il est vraiment bon. Du début à la fin, c'est assez intense. Ben, tu sais, au début, il est super, tu sais, normal. Puis plus ça avance, plus que, hop là, il était quelque chose. OK. Très nice. Bon! Donc, on va bien non vite. Ouais, je pense mais je calme ma bière en plus. Là. Je veux m'en ouvrir un autre. Là. La stout, là, c'est assez. OK. Bon, fait que là, on est déjà rendu au top 10. T'es-tu sérieux? Ben oui. Ah, mais là c'est la phase qu'on va plus. Oh, over the top! Nice. J'aime que Dan, t'es celui qui est en bas, qui est comme yes! Yeah! Oh, c'est beau. J'aime tes designs, Simon. Ils sont excellents. Moi aussi, j'aime ça. OK. Fait que mon premier film, celui qui s'est placé en 10e position, est un film de 2020. Un film coréen du nom de The Call. Ouais. Donc, oui. Un J'ai film entendu parler. OK. Film qui est sur Netflix. Très, très intéressant. Je ne veux pas spoiler plein de choses. Je vais y aller un petit peu avec le synopsis du film. Une fille qui rentre en communication par téléphone avec une fille 20 ans plus tôt. Donc, elle parle au téléphone avec quelqu'un qui a 20 ans de différence entre leur période. Donc, elle parle de son laptop, de son cellulaire et la fille est comme « What the fuck » l'autre bord de la ligne. Puis, c'est l'histoire de elle qui veut aider la fille du passé et tout ça, mais il y a quoi de wrong avec une des deux. Et à un moment donné, les univers viennent qu'à clasher dans le présent. J'ai découvert un amour pour les films d'horreur coréens dans la dernière année, 2 ans. Et celui-là n'est pas différent des autres. J'adore le style qui se passe dans les films d'horreur coréens. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'eau là-bas. J'aime tout ce qui en sort. Puis ce film-là n'est pas exception. Je le trouve excellent. Je le recommande à tout le monde. Pour vrai, c'est solide. Allez checker ça si vous êtes capable de regarder un film coréen sous-titré en anglais. Gâtez-vous. Il est très, très, très bon, ce film-là. Il a droppé d'une couple de positions quand j'ai fini mon top, là, mais il a été longtemps dans le top 5. Ah ouais, hein? Fait que, puis je l'ai regardé au tout début de l'année. Fait que pour qu'il soit encore dans le top 10, c'est parce qu'il m'a marqué. Wow, hein? Ouais. Donc, là, je check ça. C'est sur Netflix, fait que... C'est sur Netflix. Fait que, gâtez-vous. Je vais me gâter. Ta 10e position, mon dame. Moi, en 10e position, j'ai mis Curse of Frankenstein. Bon choix. Moi aussi, c'est la première fois que je le regardais cette année. Tu sais, on connaît pratiquement tous l'histoire de Frankenstein, mais la version faite par Hammerfield est loin de la version de Universal. Mm-hmm. Dans cette version-là, qui est sortie en 1957, le focus est vraiment mis sur le baron Victor Frankenstein et non sa création. Oui. C'est ça que j'ai trouvé vraiment le fun. Le film commence, le baron est en prison en attendant son exécution pour meurtre, puis il raconte l'histoire de la créature qui a assemblé puis donné vie. Évidemment, ça a viré en marde puis il y a eu des morts. Puis, en plus, Frankenstein ferait absolument tout pour la science, allant même jusqu'à tuer. Look out, Professor, look out! Donc, laissez-moi vous dire qu'on est complètement ailleurs de la version de 1931. Puis le acting. Ouais. C'est Peter Cushing. Ouais. C'est fort, c'est très fort. Il est juste tout le temps bon, ce gars-là. Ben, Y moins a-tu fait de aujourd'hui quoi, parce qu'il est mort. Là. Ouais, y a-tu fait de quoi qui était pas bon dedans, genre? Comme...
Fuck. Là, je pourrais dire de quoi de chien puis dire Star Wars. C'est une joke. Était de mauvais goût, hein? Mais Ouais. j'avais toujours pas vu de film de la série Frankenstein par Hammer. J'ai vu une coupe de Dracula, mais c'était la première fois que je voyais leur version de Frankenstein. Puis il y a aussi Christopher Lee qui joue le monstre. Fait que j'ai pas pu faire autrement que d'être cloué devant mon écran pendant 82 minutes. J'ai vraiment hâte de voir les autres, même si celui-là, c'est apparemment le meilleur. Mais c'est pas toujours Christopher Lee qui a fait la créature de Non, Frankenstein il l'a fait dans les juste films. une fois, je pense. Peut-être 2. Je pense que c'est 2. Je suis pas sûr. Moi non plus. Je Mais veux pas m'affirmer trop fort. Par après, hey, on parlait de Star Wars, justement. Je sais que par après, c'est le gars qui jouait Darth Vader qui l'a joué. Ah oui. David, comment il s'appelle? Pryor, c'est ça? Je suis plus sûr. En tout cas, c'est pas de son nom. En tout cas, c'est le gars qui joue Darth Vader, mais pas le gars qui fait sa voix, là, mais le gars qui le joue physiquement. C'est lui qui a fait, je pense, 2 ou 3 fois Frankenstein dans les derniers. Dans les Hammer. Oui, dans les Hammer, oui. OK. Très nice. Ma 9e position. Ça va rappeler un peu mon top de l'année passée parce que c'est un directeur que j'ai parlé de lui l'année passée dans les tops. Oh! C'est Brandon Cronenberg avec son film Antiviral de 2012. Oh, donc, ouais. j'avais été tellement impressionné par Possessor que je me devais d'aller regarder son premier film, qui était Antiviral. J'ai pas été déçu. J'ai été même sous le choc. Ce film est digne de son papa, dans le sens que le body horror est à son plus haut. C'est terriblement disturbing en body horror. C'est un film qui parle d'une nouvelle mode, qui est quand une star devient malade, elle appelle une compagnie. Venez prendre mon sang, venez prendre ma maladie. Et tu peux être malade comme ta star préférée. Yeah. Tu peux avoir la gonorrhée de ta star préférée. Tu peux avoir la syphilis de ta star préférée. Tu peux avoir toutes sortes de choses de tes stars préférées. Et c'est l'histoire de cet homme, l'acteur principal, qui cache la maladie d'une certaine star qui décède. Puis lui, il l'a. Mais c'est légal, ce business-là? Ou? Oui, c'est rendu la normalité. Okay, les gens aiment ça, être malade comme leur star préférée. Wesh. C'est maladif et c'est disturbing. Et ça me fait peur que ça devienne réalité un jour. Genre, c'est disturbing en tabarnak. Puis quand tu places ça en 2022 avec ce qu'on vit, c'est encore pire. Oh my God. Imaginez, genre, hey, je veux pogner à COVID un tel. C'est fucking dégueulasse. Fait que le film est mongol et trop d'actualité. C'est triste. C'est épeurant. C'est ça. Fait que le film, sorti en 2012, est très d'actualité en 2022. Très disturbing comment que ça pourrait être trop réel ce qui se passe dans ce film-là. Et Brandon Cronenberg prouve qu'il n'est pas juste le clone de son père, mais qu'il est aussi un maître du body horror. Parce que j'ai vu Possessor et j'ai vu Antiviral et tabarnak que je veux voir sur les prochains films. Ça n'a pas de crise de sens. Je dois même dire que ces 2 films surpassent certains des films de papa? À son père que j'aime beaucoup. Donc, shout out Brandon Cronenberg, continue ta crise de lancer de fou. Tes 2 films sont mongols, man. J'en veux d'autres. Fait que Antiviral en 9e position pour moi. Fait que, anyways, je te laisse y aller. Moi, en 9e position, je sais que c'est pas horreur, puis je m'en calisse. C'est un film de kaiju. Puis si on remonte à l'origine de ces films-là, c'était considéré comme des films d'horreur. Donc, selon moi, ça fit. Si vous n'êtes pas d'accord, on se rejoint au rack à bicycle lundi après l'école. On va régler ça. Mais j'ai mis... Je veux y aller, je vais filmer. J'ai mis Pacific Rim. Oh my God, que j'ai eu du fun avec ce film-là. C'est dans un monde où les attaques de monstres géants sont de plus en plus fréquentes, l'humanité a construit des robots géants pour se battre contre eux.
Hey, qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai adoré. Moi, je l'ai vu quand ça a sorti, là. Puis Ouais, c'est sorti en 2013. J'étais hype comme un petit kid esti qui regardait les Power Rangers. C'est ça. Comme, genre, tout le long, j'étais comme, oh my God, c'est donc bien le fun, c'est donc bien le fun. Puis je m'attendais à avoir des downtime où c'est que je m'emmerdais. Puis non, pas en tout. C'est le fun tout le long. Puis chaque combat est différent. Tu sais, il y a un combat qui va se passer dans l'eau, un combat qui va se passer dans la ville, il y a un combat qui va se passer dans le secteur plus industriel, mettons. Puis les kaijus sont tous différents, les robots sont tous différents. C'était juste le fun. Puis j'ai trouvé que les personnages, même s'ils ne sont pas super développés, ben, sont vraiment attachants. Quand même. Pas si pire. Là. Le personnage principal, il est très attachant. Ouais, le personnage principal, puis sa partner. Surtout. Oui. Puis Idriss Elba. Qui était pas mal. C'est vrai. Il est là-dedans. Hey, avant que tu continues, j'ouvre ma deuxième. J'ai soif. C'est quoi, t'ouvres? De la brasserie Vagabond, la Sequoia West Coast IPA. C'est la première fois que je connais beaucoup les bières Vagabond. Ils sont un peu partout, ils sont même dans les épiceries rendues là. Puis c'est la première fois que je voyais la Sequoia West Coast IPA. Donc 6,2 %, une bière bio. Bio. Là, je ne la verserai pas dans mon verre. Je vais boire dans la canette parce que j'ai comme un restant. Ouais, t'as un restant de stout, c'est pas trop hot, là. Mélangé avec de l'IPA, là. Celle-là, je vais la boire dans la canette. Puis je vais endurer ça. Ben correct. C'est fait bon. C'était ça, moi, ce que j'avais à dire à propos de Pacific Rim. C'était, comme j'aime si bien le dire, du gros fun sale. C'est bon, ça. En parlant de gros fun sale, check bien ma 8e position, man. Là, ce film-là, tu le sais, c'était dans ma liste de films que j'avais jamais vus. Tu m'avais quasiment chicané à un moment donné parce que je t'avais dit que je n'avais pas vu ça. En 8e position, j'ai mis Killer Clowns from Outer Space, que j'avais toujours jamais vu. Oh my God, oui! Shameless total pour ma part. Je trippe sur toute la vibe. J'aurais encore plus trippé voir ce kid. D'ailleurs, c'est dans la liste des prochains films que je dois montrer à Jérôme. C'est ça, je m'en ai dit. Check ça avec ton kid. Qui est dans un gros apprentissage de films d'horreur. Il en regarde même par lui-même. L'autre jour, j'y ai montré la bibliothèque. J'ai dit, Jérôme, choisis des films. Le premier film qu'il a pris, c'était Scream. J'ai dit, gros rated R, super intense. Ouais, on va attendre un petit peu pour celui-là. On va attendre un peu, on va attendre une couple d'années. Fait qu'à la place, il avait regardé. C'était pas Ghoulies? C'est pas Ghoulies? Non, il avait checké Warlock 2. Warlock 3, excuse. Armageddon. Non, ça, c'est le 2. Ça, c'est Okay, Warlock 2. Il avait regardé Warlock 2. Nice. Il a vraiment aimé ça, d'ailleurs. Mais anyways, Killer Clowns, excellent film, super cheese, mais en même temps, assez intense. Super plaisant avec le genre de gros building qui est leur spaceship qui drop sa planète. Un aspect super ridicule, cotton candy au bout. Tout est tellement fou et absurde dans ce film-là, mais tellement parfait. Tout est bien pensé. Pour vrai, je suis triste de ne pas avoir vu ce film-là auparavant. Je suis déçu de ne pas l'avoir vu jeune et tout ça. Puis il faut que je rectifie ça avec mon gars pour qu'il puisse le voir plus jeune et avoir autant de plaisir qu'un enfant entre 8 et 15 ans devrait avoir en regardant Killer Clowns from Outer Space. Mais sérieux, si vous ne l'avez pas vu, j'ai rien à vous spoiler là-dessus. Là. Tout le monde devrait l'avoir vu. C'est juste moi qui avais un problème mental et qui ne l'avais jamais vu. Fait que je te laisse y aller pour ta 8e position. En 8e position, j'ai mis Evil Dead Trap. Je l'ai toujours pas vu, moi. Par où commencer avec celui-là? Ben, premièrement, c'est un slasher japonais sorti en 1988. Puis, si vous connaissez moindrement le Japon, ben, vous savez que ce qui vient de là a tendance à être un petit peu fucké. Ben, ça fait pas exception. Ça paraît pas quand on commence le film, mais wow, que je m'attendais pas à ça. OK. Je vais résumer vite.
Mais sachez que c'est pas aussi simpliste que ça. Dans le film, il y a une présentatrice de télévision de fin de soirée qui reçoit un snuff sur cassette vidéo où on voit une femme se faire tuer brutalement. Elle décide d'amener son équipe à l'endroit indiqué dans la vidéo pour aller enquêter et faire un reportage. Évidemment, la place est zéro sécuritaire, puis ça va virer en bain de sang. J'en dis pas plus. C'est nice. C'est nice que notre 8e position, les deux, était un film de 88. Ben oui, toi. Ah! Mais j'en dis pas plus, checkez ça. C'est spécial. Parce que sérieusement, si j'en dis trop, ça va péter des punchs. Moi, je suis allé dans ce film-là complètement blind. J'ai pas checké de bande-annonce. J'ai pas lu de critique parce que c'est un film, je trouve, l'âge de valeur. Puis c'est un release par Synapse Films. Puis quand je vois des synapses, ben, je saute dessus. Puis j'ai vraiment aimé ça. Le film m'a surpris, puis j'ai l'impression que t'aimerais ça. Comme, je vais l'essayer. C'est cool. C'est très cool. Très nice. Je vais essayer ça bientôt. Je vais le mettre dans ma liste de shit parmi toutes mes shit. Ben, sinon, au pire, aller, ça ne me dérangerait pas de le revoir. Fait que je pourrais l'amener chez vous un soir, mais qu'on aille le droit. Là. Une fois, un jour, dans un futur rapproché. Espérons. Un jour, peut-être qu'on va faire notre live un à côté de l'autre, puis ça pourrait être fucking cool. Un jour. C'est ça que j'aurais aimé faire cette année, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est ça. Hey, 7e position pour moi. Je suis allé avec un film de 2019, un film du nom de Yummy. Donc, ouais, c'est un film comédie horreur à souhait. C'est débilement ridicule. La fin est absurde. Tout est over the top tout le long. Ça. Regarde, la pochette le dit. Facelifts, boob jobs and zombies. Wow. Le film, c'est que la fille s'en va se faire un breast reduction, puis tout vire à la merde dans le building. Son chum, il est même pas d'accord qu'elle se fasse faire un breast reduction. Ben, n'importe quel gars serait pas d'accord. Là. C'est le film, puis dans le fond, c'est qu'elle, il va pour un breast reduction, puis sa mère, il va pour comme des chirurgies plastiques d'extra. C'est super ridicule, over the top, stupide, puis si que j'ai eu du fun. Tu sais, je pense que ma review Letterboxd, c'était comme genre note to self, never get a breast reduction. C'était aussi con que ça, genre. C'était tellement ridicule et over the top, mais je le recommande. C'est que c'est tweet comme film. Puis c'est gore. C'est vraiment intense, beaucoup de sang, beaucoup d'explosions de corps puis de crap. C'est super. Je le recommande fortement. Puis ça, on peut le regarder où? Il est sur Shudder. Ah, ben cool. Donc, ta 7e position. Bon, je sais que tu n'as pas aimé ce film-là. Tu en as parlé tantôt, mais moi, j'ai vraiment adoré. C'est Censor. Sorti en 2021. Ça se passe dans les années 80 en Angleterre, dans le temps des Video Nasties. Les Video Nasties, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nom qui a été donné aux films bannis dans ce pays-là. On suit donc Enid qui travaille à censurer les films pour le gouvernement. Enid n'a pas eu une enfance facile parce que sa sœur est disparue pendant que les deux jouaient dans le bois, puis elle en a aucun souvenir. Fait qu'elle est donc persuadée que sa sœur est encore en vie parce qu'elle ne l'a jamais vue mourir. Puis en regardant un nouveau film qu'elle doit censurer, elle spot une actrice qui, selon elle, ressemble à sa sœur disparue, puis elle devient obsédée à la retrouver. Fait qu'elle va se lancer dans une quête qui va brouiller la ligne entre la fiction et la réalité. Puis c'est pas mal ça. Puis étant un gros fan d'horreur italienne, j'ai juste capoté en voyant le look du film. C'est tellement beau. Il y a un contraste énorme entre la vie de Enid et les films qu'elle regarde. Les films sont full colorés, tandis que sa vie est
fucking drabe. Comme, oui, le film, toi, je sais, tu l'as trouvé super lent, mais comme, oui, il est lent, mais moi, j'ai trouvé que ça valait la peine, surtout à cause de la fin. Puis en plus, c'est le premier long métrage de la réalisatrice. Donc, tout un film pour commencer une carrière. OK. Ça, je savais pas, mais le film, pour ma part, est pas venu toucher grand corde. Je n'étais pas capable d'accrocher ça. Autant l'actrice principale, autant le sujet m'intéressait. Mais à part ça, je trouvais ça monotone. Et j'avais bien de la misère à embarquer. Ah, moi, j'ai adoré, puis comme j'étais scotché devant mon écran, puis chaque parole des personnages, j'avais l'impression que ça voulait dire quelque chose, puis j'étais comme, oh my God, où c'est qu'on s'en va avec ça? Puis j'ai vraiment adoré. Le film était plus haut dans mon top, mais après avoir pensé à mes affaires, il s'est retrouvé là. OK. Moi, je vais y aller avec ma 6e position. On en a déjà parlé ce soir, mais il n'est pas dans nos tops encore, donc je vais y aller avec Candyman de 2021. Il est en 6e position. C'est drôle parce que j'ai une petite histoire de pourquoi il est en 6e position et non plus haut. Il n'y a pas super longtemps, pré-reconfinement, je pense que c'était en début décembre. Un de mes chums, le chanteur de Confined to Oblivion, il est venu à Gatineau. Puis on a été boire de la bière à la dérive. Puis on a parlé de films, il est fan de films d'horreur. Puis on a discuté du Candyman. Puis il m'a comme un peu fait réaliser à quel point il n'était pas aussi bon que je pensais. Ah ben là, je veux pas être son ami. Laisse faire. Mais je comprends ses points de vue. Puis lui, il l'a détesté. Ah ouais? Moi, je l'aime quand même. OK. Donc, le film qui... Je ne veux pas trop spoiler parce que quand même, il y a quelque chose que c'est intéressant de se le garder pour quand tu vas le voir, mais c'est vraiment une continuité du premier Candyman. Oui. Donc, oui. C'est la suite officielle du Candyman 1. Et je pensais que j'allais être triste que ce ne soit pas Tony Todd qui soit là en permanence, mais je ne suis pas triste de cet aspect-là. Je suis même heureux de l'aspect Candyman étant une entité. Et c'est assez unique d'avoir réussi à adapter Candyman à aujourd'hui d'une façon habile et très, très... comment je pourrais dire ça? Hey, c'est difficile de ne pas tomber dans trop de stéréotypes aujourd'hui puis pas se faire comme cogner ses doigts, genre, mais de le faire d'une façon aussi habile et intelligente que ce film-là a réussi à faire. Donc, tu sais, ça parle encore de la même chose que ça parlait à l'époque, la gentrification de toutes les areas qui sont les slums, qui deviennent des belles places de riches, puis tout ça, tu sais. Donc, crissement intéressant tous les aspects qu'ils ont amenés dans ce film-là. Puis oui, vraiment. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, puis l'évolution du personnage principal, tout ce qui se passe avec lui en allant vers l'avant du début à la fin, c'est complètement fou. Un gros shout-out. Gros shout-out Candyman, film fort de 2021. Ah oui, ah oui. La 6e position, mon Dan. Donc, moi, en 6e position, je l'ai mentionné dans mon top 10 l'an passé, qui, je vous le rappelle, avait lieu en avril. Ben, c'est Godzilla vs. Kong. Il est encore là. Tu sais, il est sorti en mars. Ben, il est resté là de mars à aujourd'hui. Il s'est promené dans le top, mais il est resté. Je pouvais pas. Avec mon cœur, ne pas le mettre. Je sais que c'est pas horreur, mais je m'en fous. C'est Godzilla, puis c'est King Kong. C'est ça. Puis,
Dans le fond, l'histoire est bien simple dans ce film-là. Godzilla se met à attaquer des villes apparemment sans aucune raison. Des Pour fils. Des fils. Phil, il se fait attaquer! Mais ouais, puis pour le combattre, les humains décident d'aller chercher Kong sur Skull Island pour aller se battre avec le roi des monstres. Puis c'est pas vraiment un remake de King Kong vs. Godzilla, l'original de Toho sorti en 1963. C'est vraiment le nouveau chapitre du Monsterverse qui a commencé avec Godzilla en 2014. Si vous trouvez que la suite de Godzilla King of the Monsters était sombre puis que les monstres battaient juste la nuit, ben vous allez être content parce qu'on voit absolument tout ce qui se passe dans celui-là. L'action est facile à suivre puis le film est vraiment fucking beau. Adam Wingard a fait un excellent travail. J'avais fucking peur parce que son adaptation de Death Note était à chier, mais il m'a vraiment pas déçu. Nice. Sérieux, j'ai eu un gros sourire étampé d'en face tout le long, puis j'ai même été ému. Comme, j'avais comme un peu... La scène. Non, c'était même pas le film, c'était même pas ce qui se passait dans le film qui m'émouvait, c'était le fait que je trouvais le film tellement réussi. J'étais comme, oh my God, ils se sont pas plantés. Oh my God, ils ont fait quasiment exactement ce que je voulais. Il y a eu bien des critiques qui trouvaient les personnages à chier, que toute l'histoire avec les humains était vraiment sans importance parce que tout ce qu'on veut voir, c'est des monstres qui se tapent sa gueule. Mais moi, j'ai aimé ça. J'ai tout aimé du film. Comme, oui, il y a de l'humour, mais elle est bien amenée. Oui, il y a un peu de drama entre les humains, mais il est pas trop... Il prend pas toute la place. Puis j'ai trouvé les personnages un peu attachants. Pas toutes, là, mais je sais pas. Moi j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir, tu le sais. Et en plus, moi et ma femme, on est Godzilla et King Kong, déjà à base. Là, c'est nos nicknames. Puis sur notre gâteau de mariage, c'était nos personnages. On avait un qui était habillé en homme marié, puis une en femme mariée. Oh. Donc, c'est nos personnages. Donc, quand le film est sorti, c'est sûr qu'on l'a regardé. Et je l'ai adoré, le film. Il ne fait pas partie de mon top 10. Spoiler, il n'est pas dans mon top. Mais c'est un film que j'ai eu beaucoup de plaisir avec. En plus, tu l'as regardé avec ton kid. Ben, avec les enfants. Ouais. Ils ont tous regardé ça. Mes neveux aussi adorent ce film-là. Ils n'arrêtent pas de le regarder. Donc, c'est un excellent film. C'est du gros entertainment sale. C'est fun. C'est juste plaisant. Ça, là, c'est le genre de film que tu vas voir au ciné-parc avec une caisse de bière dans le char, man. Chris, oui. Ah, oui. On avait encore un ciné-parc à Gatineau, là. Oh my God! J'aurais été là à 100% en train de regarder fucking Godzilla vs. Kong. Ça aurait été juste parfait. Je m'ennuie du ciné-parc. Oui! Mais c'est correct, j'en fais dans ma cour maintenant. Fuck you, ciné-parc. J'ai une cour plus cool que vous autres. Ouais. Fait que, ouais. Moi, next movie, c'est le film Uncle Peckerhead que j'ai vu. Ouais. C'est un film 2020. Ça fait ton top, ça? Ça fait mon top. Ce film-là est exceptionnellement le fun. C'est à propos d'un vieux monsieur, un vieux bonhomme qui devient la ride d'un band punk qui veut faire une tournée. Et lui, il a un véhicule, il les aide, il fait la ride pour eux autres. Et il est spécial. Il y a quelque chose de wrong avec lui. Et le wrong qui est avec lui, ben, tu peux le voir un peu sur la pochette. T'sais, il est fucké. Un zombie. Il est normal des fois. Fait qu'il est peut-être pas zombie. Mais Uncle Peckerhead, il y a une scène qui est fucking épique. Metal versus punk, que je trouve ultra drôle et over the top. Donc, sérieusement, c'est vraiment un band qui va le tourer, qui trouve un driver qui est un peu croche. Il y a comme une relation de trust qui se build, même s'il est weird. Regardez Uncle Peckerhead. C'est fucking exceptionnel.
Calisse que j'ai eu du fun. Nice. Faudrait que je check ça. Yes. J'ai failli starter une couple de fois, mais. Ah, t'aurais dû. Puis Ouais, le c'est pire, là, autre rendu là, faut que tu le regardes avec moi, puis je veux le voir une deuxième fois. Ok, moi t'attendre, pas de trouble. Je te laisse y aller, dame. Pour ma 5e position, je fais un peu comme toi tantôt. Je triche. C'est 3 films. Oh. Les mêmes 3 films. Eh oui, c'est la trilogie de Fear Street qui est sortie sur Netflix. Nice. Ça... Hey, on avait mis la même pochette. Pis tout. Ben oui. On est bien cool. Ça n'a pas le choix, c'est une trilogie. Ben, faut dire que j'ai vraiment plus accroché au deuxième, moi. Le film qui se passe en 1978 dans le camp de vacances, là, j'ai capoté tout le long. C'était borderline parfait. J'ai vraiment adoré. En gros, la trilogie, on en a-tu parlé tantôt? Je me souviens même plus. J'ai survolé vite fait. Vas-y. Parce que c'est ça se passe à Shadyside, capitale du meurtre des États-Unis. Puis, il y a des amis qui vont essayer de venir à bout d'une malédiction qui s'abat sur leur ville depuis plus de 300 ans. Le premier film, comme Yolande l'a dit tantôt, se passe en 1994, le deuxième en 1978, le troisième en 1666. Mm-hmm. Puis, ils sont tous bons, sont tous bons. Le premier, peut-être un peu moins, mais à partir de la suite, ça devient une fun en tabarnak. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi gore. Puis j'ai adoré la façon que l'histoire se dévoile de film en film. Je me demandais vraiment comment il allait faire pour partir de la fin puis revenir au premier. Ben, tu sais, du tout début. Oui. Puis c'était super bien fait. C'est très habile. C'est très habile. Oui. J'ai vraiment aimé ça. Si vous êtes amateur de slasher, vous allez triper ces 2 premiers. Faut aussi dire amateur de R.L. Stine. Oui, c'est vrai, c'est R.L. Stine. Hey, ça rappelle l'enfance, là, les Goosebumps, guys. Yes! Mais ouais, non, je m'attendais pas à ce que ça finisse si haut dans mon top, mais plus j'y pense, plus j'ai aimé ça. Comme, oui, il y a 4 films qui me reste à dire dans mon top 10, mais c'est un qui m'a comme vraiment beaucoup marqué l'année passée. Je ne les ai même pas regardés. Tu sais, c'est sorti genre une semaine, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais, c'est ça, je le vois sur l'affiche, là. Moi, je les ai regardés une semaine avant chaque. Ah, c'est vrai, tu avais été chanceux, toi, tu avais gagné des codes d'Horreur Québec. Fait, je les avais toutes vues une semaine avant chaque. Ouais, mais moi, je ne peux pas participer parce que je fais techniquement partie de la gang. Techniquement, je ne devrais pas avoir le droit, moi non plus, rendu là, mais j'ai réussi. En tout cas. Non, moi, je les ai regardés début décembre, quand on a fait sur le groupe Facebook le thème des films de 2021. Oui, je me suis claqué les 3 Fear Street quasiment back-à-back. En fait, quasiment. Tu sais, mettons, la veille, j'ai regardé le premier. J'ai dit, c'était correct. Puis le lendemain ou le surlendemain, j'ai regardé le 2. Puis après ça, je n'ai pas été capable d'arrêter. J'ai regardé le 3. Puis c'est satisfaisant. C'est très satisfaisant. Il y a des kills. C'est ça, je dis. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi gore parce que ça met en scène des ados. Puis c'est joué, pour une fois, par des ados. Puis en plus, tu sais, dans le 2, tu as celle qui joue Max dans Stranger Things, que excellent. Je la trouve vraiment bonne, comme elle est super le fun comme actrice, puis elle a. Je trouve qu'elle a comme une belle attitude. Elle a une vibe 80s, elle aussi, en plus. Là, c'est intense. Ouais, c'est pas pour rien qu'elle a été castée dans Stranger Things, hein? C'est ça. Elle dégage du 80s à 100%, puis c'est malade. Puis son personnage dans le deuxième Fear Street, je l'ai adoré. J'aimais sa répartie, puis c'était juste un gros fun. C'est des bons films. Très, très, très bons films. Y a-tu des releases physiques de ces 3 films-là?
J'ai vu des releases physiques passer sur Instagram, mais je ne sais pas si c'est des officiels. Ouais, je pense que c'est tous des unofficial. Je pense. Mais si ça sort physique, je veux ça dans ma collection. Ouais, j'aimerais ça un box des trois, moi aussi. Ah, ça serait C'est malade, là. très, très hot. Très, très hot. Yes. Donc, sérieux, on s'en va dans la grosse gamme. Là. On est dans l'autre bord. Là. Oh, yes. Fait que je vais avec ma 4e position. On l'a déjà mentionné, ce film, ce soir. Moi, je l'ai mentionné pour sa pochette. Et j'y vais avec Malignant en 4e position. Fuck you. Moi aussi, c'est ma 4e position. Nice! Oui, je te jure. OK. Regarde, vu qu'on a la même 4e position, Ben, c'est pour ça que je l'ai dit, là. décris le film, puis moi, OK. je vais dire d'autres choses. Vas-y. Ça raconte l'histoire de Madison qui, du jour au lendemain, se met à avoir des visions. Puis dans celle-ci, elle assiste impuissante à des scènes de meurtre. Au début, elle pense rêver, mais elle découvre que ses visions, c'est pas le fruit de son imagination, puis que c'est bel et bien réel. Je sais pas si je peux en dire plus, mais je pense que je vais arrêter là. Je pense que c'est assez. Puis ce qui est fou de ce film-là, ben, premièrement, James Wan, fuck you, man, t'es malade. Tout ce qui touche est un univers d'horreur tellement le fun. C'est cool d'avoir ce gars-là dans ce qui se passe moderne pour l'horreur. Il en a fait beaucoup. Et avec Malignant, je pense qu'il a frappé un fucking bullseye, man. Un home run. C'est épique. C'est fucking épique, ce film-là. Tout est fucké. Tout est définitivement fou. Puis, je m'attendais pas à aimer ça parce que, dans le sens que c'était comme raté comme un giallo moderne par certains. Je ne suis pas fan du style. Malheureusement. Puis tabarnak que c'était bon. Comme, sérieux. J'ai eu de la misère à le placer dans mes tops. Il a passé d'être 10e à 2e à... OK, il s'est promené d'un extrême à l'autre quasiment. Là. Ouais, il a fini 4e. Wow. Pour tout ce qui m'a fait vivre, je crois. Ça a été unique. C'est une belle expérience. Visuellement, c'est fou comment il est beau, ce film-là. Oh my God, oui. Sérieux? Tout ce qui est dans le film est beau. L'histoire est folle. Les acteurs sont bons. Tout est bien dirigé. C'est un hostie de film qui ne feel pas 2021. C'est ça qui est fucké. Non, c'est vrai. Ça feel comme si quelque chose serait sorti en fucking des années 80. Sérieux, mais, ouais. what a punch que Malignant est venu me faire. C'était fou, c'était exceptionnel et je le recommande à absolument toute fan d'horreur cette année comme tabarnak. C'était malade. Ouais. Moi, j'avais pas d'attente pour ce film-là. Moi non plus. J'avais pas regardé les bandes annonces, puis je me suis vraiment tenu loin de tout spoiler parce que je voulais comme pas être influencé par rien. Je voulais y aller comme blind. Puis ça en a vraiment valu la peine parce que ça m'a fucking pris par surprise. C'est un mélange entre le cinéma de Dario Argento, Sam Raimi, puis Frank Henenlotter. Frank Henenlotter qui fait des films beau fucking blend. weird, là. Puis genre Frankenhooker. Frankenhooker, Basket Case, Brain Damage, que j'ai parlé l'an passé, ben ça mélange le cinéma de ces trois réalisateurs-là. Puis c'est fait. Des fois, tu n'es pas sûr si c'est supposé être drôle. Ça c'est quelque chose. Tu n'es pas sûr si c'est supposé être drôle. Mais moi, honnêtement, ce feeling-là, je m'en contre-calisse. Moi, je ne regarde pas des films d'horreur pour avoir peur, pour avoir ci. Moi, j'écoute des films d'horreur pour avoir du fun. Mm-hmm. Et ça, j'ai eu énormément de plaisir à le regarder. Comme, honnêtement, j'en veux plus comme ça de James Wan. S'il est capable de nous offrir autre chose dans le même genre, là, puis il est capable de s'éloigner un peu de Conjuring, je serais bien content. Yep, c'est un film qui donne une claque en pleine face à tout ce qui est moderne, mais
qui reste très moderne et ancien en même temps. C'est ça qui est fucké, genre. Oui. C'est C'est un un beau hommage. blend. Un beau blend. Oui. J'ai vraiment adoré. Moi, je vais y aller avec mon prochain. J'en ai parlé plus qu'une fois ce soir de lui. Oh! Donc, j'y vais avec ma troisième Mm. position qui est Last Night in Soho, film de 2021 par Edgar Wright, qui fait beaucoup de films que j'adore. Je l'aime, ce directeur-là. Et il est allé ailleurs avec Last Night in Soho. C'est un film beaucoup plus lent, beaucoup plus posé, qui parle d'une fille qui étudie pour être designer. OK. Elle veut faire du linge, elle veut créer des nouvelles choses à Londres. Donc, elle quitte son petit village, elle quitte sa famille, elle s'en va étudier à Londres, qui n'est pas facile. Elle a un passé avec ça. Sa famille, sa mère avait un passé avec la même business. Et elle arrive là, est un peu dépaysée, blablabla. Elle se trouve un appartement parce qu'elle n'était pas bien dans les pensionnariats qu'elle pouvait habiter. Elle se trouve un appartement d'une place que c'est juste pour les femmes et tout. Et lorsqu'elle se couche le soir, elle rêve intensément aux années 60 et à une personne en précis qui est l'actrice Anya Taylor-Joy. Donc, elle habite dans les années 60, elle est dans les années 60 et l'actrice principale, rêve à cette personne-là et vit ces choses pendant la nuit. Lorsqu'elle se réveille le matin, elle se sent comme si elle avait tout vécu, comme si c'était elle. Oh, OK. Donc, sa nouvelle réalité est de vivre la nuit dans ses rêves au lieu du jour. Donc, elle tripe sur tout ce qui se passe dans le passé et elle n'aime pas sa vie présente. Oh, OK. Ça devient super intense, tout devient mélangé en un. C'est beau, c'est fort, la musique, le visuel, c'est unique ce film-là. J'ai trouvé ça exceptionnellement beau et bon. J'ai resté accroché à mon écran comme ça n'avait pas de bon sens. Et pour vrai, je le recommande, sérieux, si vous ne l'avez pas vu. Puis en plus, ce qui est drôle, c'est que j'aime pas beaucoup Anya Taylor. Ah non? Je la trouve. Il y a de quoi qui m'accroche que je ne trippe pas. Puis c'est la première fois que j'ai aimé un de ses films, comme fortement. Puis celui-là, il est venu m'accrocher à 100%. Sérieusement, je le recommande à tout le monde. Très, très, très bon. Mais c'est lent. C'est lent. Ah ouais? OK. Faut que tu aimes un film qui prend 1h45 à te bâtir un énorme univers super intéressant. Il faut que tu sois bien installé. Un bon 2-3 bières à côté de toi, tu es correct, là, let's go. Puis enjoy. Comme prends la ride pour ce qu'elle est parce que c'est très, très hot. Wow! Puis il y a eu plein de critiques qui ne l'ont pas aimé. Là. Ben, je n'ai pas vu tant que ça. Il y a plein de monde j'en ai qui vu n'ont pas aimé. quelques-unes, mais pas énorme. Le consensus était plus positif que négatif. Oui, mais ceux qui ne l'aiment pas de gros ferme-pieds, genre fuck this movie. Mais pour vrai, moi, je l'adore. Je vous le recommande tous. OK, ben je vais essayer de checker ça cette année. Yes. Vas-y donc. Fait que là, moi, pour ma troisième position, il y en reste juste 3. Pour ma troisième position, j'ai mis Psycho Gorman. Ah, je l'ai même pas mis nulle part, moi. J'ai eu tellement de fun avec ce film-là. Oui. Dans Psycho Gorman ou PG pour les intimes, on suit les aventures de 2 jeunes qui découvrent une pierre avec laquelle ils peuvent contrôler une entité maléfique qui veut détruire l'univers. Puis, ayant cette pierre-là en leur possession, les 2 kids font faire pas mal ce qu'ils veulent à ce monstre-là. Puis, comme on dit en anglais, hilarity ensues. Oui, mais le seul élément que j'aime pas du film,
c'est qu'Asti que c'est une merde, cette petite fille-là. Elle me fait Ben, c'est chier. justement pour ça que je l'ai mis là. Je l'aime trop, la petite fille. Elle me fait chier. PG, I don't like the way Luke's making fun of me. Kill him, please. No, please. Please. Just kidding. C'est réalisé par Steven Kostanski, une fierté canadienne. Sérieux, c'est un petit bijou. C'est tellement ridicule, mais tellement sympathique. Puis je sais que tu la détestes, mais l'actrice qui joue Mimi est excellente. Oui. Elle est détestable. Elle fait sa job. Elle est détestable, mais moi, j'ai trouvé que c'est ça qui faisait son charme. J'ai capoté. C'était un mélange entre les Power Rangers, Monster Squad, puis, je sais pas, Hellraiser. Ben, ma review Letterboxd, c'est Power Rangers meets Hellraiser. Mais ouais, c'était ça. Puis c'est tellement drôle. J'ai ri. Puis j'ai trouvé ça... juste un exemple, tu sais, quand il chiale après, puis comme là, tu vas rester assis là, puis tu vas rester là, genre jusqu'à demain. Puis il n'y a pas le choix, il reste là. Parce qu'elle a la pierre en sa possession, puis il est comme « OK, j'ai pas le choix! » Puis là, il regarde la TV, puis il est fâché. Genre. Oh my God, c'est drôle! Puis, tu sais, il essaye de le faire passer incognito, il le déguise, puis c'est drôle. Puis, je sais que toi, tu connais pas ça, mais il y a un des personnages, je savais pas au moment de regarder le film, mais il y a un des personnages, un des méchants du film, un des anciens partners à Psycho Gorman, un ancien de sa gang. Il est voicé par Rich Evans de Red Letter Media. Red Letter Media, moi, c'est la chaîne YouTube que je capote le plus en ce moment. Là. Je regarde constamment leurs affaires. J'adore ça. Puis Rich Evans, c'est un trésor national. Puis la seule affaire qu'il dit dans le film, c'est pas mal sa catchphrase qu'il dit tout le temps sur leur chaîne YouTube. Il dit tout le temps de sa voix spéciale « Oh my God! » Puis c'est juste ça qu'il dit dans le film. Mais moi, quand j'ai appris que c'était lui, j'ai fait OK, ce film-là est parfait. T'as fait « Oh my God! » Oui, exactement. J'ai eu la même réaction que lui. C'était juste parfait. C'est lui qui fait l'espèce de sécheuse plein de gore. Wow! C'était malade ce film-là. J'ai tellement aimé ça. Comme je m'en veux de ne pas l'avoir acheté quand il est sorti en Collector's Edition sur, je pense que c'était sur Unobstructed View, qui est un site canadien qui vend Arrow Video, Scream Factory, puis tout. En tout cas, il avait sorti ce film-là, puis en Collector's Edition, il est tellement nice. Ça me fait chier de ne pas l'avoir pogné parce que j'ai regardé le film bien longtemps après qu'il était sold out. Fait que j'étais comme, well, je vais me contenter de la version normale. J'ai manqué mon opportunité. Ben ouais. Mais oh my God, j'ai adoré ce film-là. J'ai eu tellement de plaisir, comme je le recommande à tout le monde. Puis il est quand même gore pour ce que c'est, genre. Gore. Puis il y a même des kids qui meurent dans le film. Comme un moment donné, il y a quelqu'un qui fait il y a un enfant qui fait un commentaire, puis Psycho Gorman fait juste se retourner, puis il le fait exploser par la pensée. Oui. Il en fait virer un en blob là, et tout. Là. Il en fait virer un en brain. Ouais, brain, c'est ça, c'est un brain. C'est le meilleur ami ou whatever. C'est que c'est con! Ses tweets est parfait. C'est wow. C'est juste wow. Moi, en deuxième position, on recule de beaucoup et on s'en va à 88. Puis encore une fois, c'est quelque chose que j'ai regardé avec toi et Rich et que j'ai re-regardé une deuxième fois avec Jérôme. Je sais de quel tu parles. C'est le film Ghost Town de 88. Wow! Que j'avais aucune idée dans quoi qu'on embarquait ce soir-là. Tu t'en rappelles, hein? On l'a pogné puis on a fait. On ça regarde cool, ça. Go! Ça avait de l'air cool. Let's go. Et tabarnak, les trois, on avait resté sur le cul. On ne comprenait pas pourquoi on n'avait jamais vu ou même entendu parler de ce film-là. Ça sortait de nulle part.
et c'est venu nous faire un grand plaisir. C'est à propos d'une fille qui disparaît. Elle est sur la route, il arrive un accident, elle disparaît et il y a un shérif qui veut essayer de la retrouver et qui se ramasse dans un genre de ghost town. Il ne faut pas que j'en dise trop sur ce film-là, parce que c'est assez exceptionnel. C'est fou. C'est du 80s cheese, mais c'est très bien fait. Tout ce qui est aspect effets spéciaux est solide. L'histoire est solide. Les personnages sont super plaisants. C'est quelque chose que, encore une fois, comme j'ai mentionné tantôt avec Killer Clown, c'est quelque chose que je suis déçu de ne pas avoir connu plus jeune. Il serait encore un de mes plus gros hits de jeunesse. Et là, au moins, j'ai transmis cet aspect-là à mon kid qui tripe sur le film. On a eu du fun ensemble. Et sérieux, si vous voulez regarder de quoi qui est vraiment le fun, mais vous voulez initier vos kids aussi à quelque chose qui est comme pas trop gore, quand même le fun, checker Ghost Town parce que waouh, que c'était le fun comme expérience. Ouais, c'est ça. Puis il n'y a pas de tâton, il n'y a pas. Tu sais, c'est très tame comme film. C'est très PG. Très PG, mais je pense qu'il est PG-13. Ouais. Mais non, c'est vrai que c'était le fun en maudit ce film-là. Là, ce soir-là. Hey, les trois, on était sur le bord de notre siège, on était comme tabarnak, c'est bien bon! C'est vrai que c'était le fun. Moi, j'ai failli le mettre dans mes mentions honorables, mais j'avais le feeling qu'il était pour être à quelque part dans tes choix. Fait que je vais il est haut, hein? Je m'attendais pas à ce qu'il soit si haut, sérieux. Je l'ai regardé 2 fois quand même depuis. C'est vrai que toi, tu l'as vu 2 fois. Ouais. Moi, la seule affaire qui me fait chier que ce film-là, c'est qu'il est cher en Blu-ray. Moi, j'aimerais ça avoir l'édition Scream Factory, mais genre 150$, 100, 150$. Là. Fait que je fais comme, OK, m'attendre un re-release. Parce qu'en attendant, ça vaut pas la peine. Puis, oui, il est disponible chez 88 Films, je pense. Il est moins cher, mais ça prend un lecteur Blu-ray ou DVD multi-région. Mais t'en as un. Oui, j'en ai un, mais j'aime ça avoir mes films dans... J'aime ça ne pas avoir à l'utiliser. Je suis paresseux. Donc, ta deuxième position? Moi, en deuxième position, t'en as déjà parlé, mais c'est Candyman. Oh, il est haut. Il est très haut. Puis, moi, j'ai trouvé qu'il le mérite. C'est un film que j'attendais avec beaucoup d'appréhension. J'avais peur parce que j'adore le premier. Le premier, pour moi, c'est un classique. La soundtrack est malade. Tony Todd est excellent. Virginia Madsen est une personnage principal, super le fun à suivre. Puis, tu sais, c'est un classique. Donc, celui-là, j'avais peur. Mais ça n'a pas été long que mes craintes se sont dissipées. Comme tu as dit tantôt, c'est une suite qui ramène l'action à Chicago. On suit Anthony, un artiste peintre noir. Je pense que c'est la première fois qu'on a droit à un personnage principal de couleur noire dans un Candyman, ce qui est quand même étonnant, vu le sujet du film. Puis ce gars-là veut en apprendre plus sur la légende de Candyman pour s'en inspirer pour ses nouvelles toiles. Puis tout comme Hélène dans le premier, ben ça finira pas bien. Non. Non, vraiment pas. Il y a beaucoup de monde qui ont qualifié le film de woke. Mais moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Je l'ai vu comme étant un film de son époque avec un message antiraciste. Ce que le premier était aussi. Oui. Tu sais, puis c'est ça, le message antiraciste, il est pas trop dans ta face, il est juste là. Tu sais, c'est pas comme si on nous mettait en pleine face tout le temps white man bad, là. Tu sais, fait, ouais. Ça m'aurait peut-être un petit peu fâché. Mais non, c'était très bon. La réalisation de Nia DaCosta était sous la coche.
les scènes de marionnettes en jeu d'ombre, là, c'était malade pour les scènes de flashback. C'était super bien fait. Sérieux, un chef-d'œuvre sur toute la ligne. La seule affaire qui m'a un peu déçu, c'est peut-être la chanson thème. Parce que la chanson thème du Candyman original est vraiment fucking bonne. Puis la chanson thème de celui-là est comme similaire, mais c'est comme si c'était la même tune, mais inversée. Je sais pas trop comment... Ouais, et weird. Mais j'ai trouvé que ça punchait moins que le thème original, mais overall, la soundtrack est excellente. C'est vrai que le film, soundtrack-wise, il est très solide. Non, j'ai vraiment aimé ça. Puis, comme tu as dit tantôt, c'est pas vraiment un spoiler, mais on apprend qu'il y a plusieurs Candyman. Mm-hmm. Puis c'est plus un mindset, un esprit vivant constamment qui a plus qu'un Candyman, genre. Ouais, mais c'était tellement bien expliqué puis apporté que ça m'a pas dérangé. Oui, comme tu as dit, c'est un peu décevant de ne pas voir autant Tony Todd qu'on l'aurait souhaité, mais le film, il est bon. Donc, je m'enligne sur ma position numéro 1. Oh my God, déjà! Je sais même pas si tu as une idée sur c'est quoi rendu là après tout ce que j'ai dit. Je sais pas. Tu sais un peu comment je rate mes films en plus, là. Ouais, donc, ce film, je l'ai regardé. C'est le premier film que j'ai regardé dans le début du mois d'octobre quand on a fait nos 31 jours d'horreur. Et c'est le film A Classic Horror Story. Oh, sur what? Netflix. Oh, ouais! Je l'avais starté, mais j'étais fatigué, puis je l'ai arrêté, puis je l'ai toujours pas continué. Oh my God, OK. Ce film est venu me donner un beau gros coup de poing tout en étant tellement le fun. C'est un synopsis très de base. Des gens, ils s'en vont sur ils font du carpooling. Il y a un driver. En plein milieu de la nuit, ils crashent, ils se ramassent en plein dans le bois, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne savent pas ce qu'il y a autour d'eux et il y a des choses vraiment fuckées qui se passent, puis ils ne savent pas qui truster. Donc, très classique dans son titre et dans sa façon d'être comme film. Une histoire très typique qu'on a vue dans des millions de films d'horreur, mais faite d'une façon tellement le fun, tellement forte, tellement dans ta face. C'est gore, c'est choquant, il y a des choses frustrantes dans ce film-là. Les personnages, il y en a qui te fâchent. Il y a tous les éléments pour être accroché au film tout le long. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. J'avais vu aucun preview, aucun trailer. Saint-sacrament que c'était le fun. Christy de bon film. C'était aucunement ce que je m'attendais du film. Puis j'ai eu 10 fois plus haut. Exceptionnel. Vraiment. Dans ma review, je l'ai dit, le titre du film est maintenant rendu réalité parce que pour moi, le film est devenu un classic horror story. Oh shit! OK. Je le recommande. Je regrette de ne pas l'avoir regardé, là, parce que sérieux, honnêtement, je me souviens plus si j'ai vu passer ta review sur Letterboxd, mais j'étais comme ah, il l'a vu, OK, ça a l'air pas pire. Mais de là à être ton numéro 1, ça, je m'y attendais fuck out. Surtout que c'était un film italien. C'est ce qui est awesome de tout ça. Un film italien, il y a beaucoup des racines italiennes dans le film aussi. Il y a des personnages qui parlent italien dans le film. Très, très, très fou. Sérieux. Je peux pas en dire trop parce que c'est trop facile de spoiler des choses sur ce film-là. Trop facile. OK. Wow! Tu m'impressionnes. Yes. Et
Toi, Dan, number one this year. Mon numéro 1, t'en as parlé. C'est un autre film de Steven Kostanski. Ben oui, j'ai mis 2 films du même réalisateur dans mon top 10. C'est The Void. Hein? Autant que PG pouvait être le fun, pouvait être léger et fun, The Void, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, c'est pesant, man. C'est très pesant. Très, très, très lourd. Toi, tu l'as un petit peu résumé. Là. Vite, très vite, vas-y. En pleine nuit, le shérif adjoint d'une petite ville découvre un homme ensanglanté sur une route déserte, puis il l'amène d'urgence à l'hôpital. Rendu là-bas, il découvre que les patients et le personnel se transforment en quelque chose d'inhumain. C'est fucking weird, puis il y a bien du monde qui meurt. C'est un mélange. Gore. Beaucoup de gore. C'est un mélange entre The Thing, Hellraiser, Event Horizon, puis The Beyond de Lucio Fulci. C'est un mélange de tout ça. Comme sérieusement, là, je pense que je pourrais pas mieux le résumer. Nice. Non, sérieux. Le tout saupoudré de H.P. Lovecraft, évidemment. Ben oui. Lovecraftian horror à 100 000 à l'heure. C'est toutes des choses que j'aime. Les effets spéciaux pratiques sont fous. C'est dégueulasse. C'est bien fait. Ça surprend. Les acteurs sont bons. J'ai particulièrement aimé le rôle du docteur en chef de l'hôpital qui est joué par un acteur qui jouait dans Twin Peaks. Puis, je trouvais ça fucking cool de le voir là-dedans. Il a joué dans bien des affaires au travers, mais moi, je me souviens surtout de l'avoir vu dans Twin Peaks. Là. J'ai fait « Ah, il est là, lui! C'est bien cool! » Puis, wow! C'est un film de quoi, 2016, ça, je pense? Oui, 2016. Oui. En tout cas, c'était malade. Puis pour moi, c'est mon numéro 1. J'ai juste capoté. Hey, tu te rends compte que mon numéro 1, l'an passé, puis cette année, c'est 2 films inspirés et ou adaptés de Lovecraft? Dans Lovecraft, peut-être, moi, là. Dans Lovecraft Love, si. Oh, yes. Hey, en plus, là, on vient de nommer nos numéros 1. Chris, l'épisode est fini. Ben non, c'était une joke. On n'a pas fini. On a une dernière catégorie. Les films qu'on attend en 2022. Nos plus grandes anticipations de l'année qui s'en vient. Donc, dernière catégorie ce soir, anticipation 2022. Les miennes sont, en première place, le film y est sorti. Je ne l'ai juste pas vu. Ah! C'est Scream. Ben oui. Calisse que j'ai hâte de voir le tout nouveau. Scream, c'est une série qui me fait triper. Ça me fait capoter encore plus qu'ils ont ramené tous les personnages, que l'histoire a de l'air folle. Ça a l'air d'être un hommage à l'œuvre originale. J'ai hâte. Je capote un petit peu en dedans que je ne peux pas aller le voir au cinéma parce que j'aurais voulu aller le voir au cinéma, celui-là. C'est un des rares films qui mérite ce traitement-là, d'après moi. Puis en ce moment, au Québec, on ne peut pas. Donc, oui. Ben, j'ai reçu un courriel, puis on m'invitait à l'avant-première ou la première, whatever. À aller voir ça à Montréal. On s'était échangé plein de courriels, puis à un moment donné, le confinement est tombé, puis ça fait c'est annulé. Yes. Je suis vraiment déçu. On va le dire, je suis en tabarnak, mais je ne suis pas vraiment en tabarnak, je suis juste déçu. Je suis plutôt triste. Surtout parce que là, comme on est les seuls à ne pas l'avoir vu quasiment, là. Oui. C'est vraiment chiant. Oui. Puis là, c'est de se tenir loin des spoilers pendant je ne sais pas combien de temps. Là. Hey, j'ai rien vu encore. Je moi suis spoiler-free. Moi aussi. Asti que je veux pas savoir c'est qui Killer. Si quelqu'un me spoil le Killer, je suis piste. Prochain film dans ma liste 2022 qui pique mon intérêt fortement, c'est le tout nouveau film avec Ethan Hawke qui s'en vient bientôt, qui est The Black Phone. Oui. Qui a de l'air assez intense avec un
un kid qui se fait pogner par un Kidnappé. tueur. Ouais. Ouais, il se fait kidnapper, puis il essaye de réussir à s'en sortir. Puis je pense qu'il y a un téléphone ou quelque chose comme ça. Puis Ouais, il se fait garder captif dans le sous-sol de ce kidnappeur-là. Puis il y a un téléphone, puis le téléphone sonne, puis c'est les anciennes victimes de ce tueur-là qui lui parlent et qui lui donnent des conseils c'est pour ça. s'en sortir. Ça a l'air fucking bon. Sérieusement, Black Phone est haut dans ma liste de choses que je veux voir cette année. En plus, Ethan Hawke. Oui, Ethan Hawke, puis si je ne me trompe pas, tu me corrigeras si j'ai tort, mais me semble que c'est du même réalisateur que Sinister. Ça se peut-tu? Oui. Ah, oui! Ben là, c'est ça, ça réunit. Tu me dis ça en même temps, puis je clique dessus. C'est OK, regarde, je vais nommer comme une couple de films de lui. Là. C'est lui qui avait fait le Doctor Strange de 2016. Il a fait Sinister, il a fait Exorcism of Emily Rose, il a fait Deliver Us from Evil. Puis Hellraiser Inferno. Hellraiser Inferno. Et là, Black Phone qui s'en vient. Ouais. Que j'ai très, 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 très hâte de voir. Ça a l'air vraiment bon. Ouais. Bien d'accord avec ce choix-là. Donc, ça. Et en dernier lieu, mais pas vraiment en dernier lieu, parce que j'ai deux petits shout-outs qui n'aura pas de pochette que je veux juste dire vite. Mais j'ai bien hâte de voir Don't Worry Darling, qui est classé thriller horreur un peu, qui est directé par l'actrice Olivia Wilde. Oh, c'est ce film-là! Ouais! Oh! Regarde, je vais lire la description en anglais, vite fait, sur Letterboxd. Fait que j'y vais avec A housewife living in a utopian community in the California desert uncovers a disturbing truth about her seemingly perfect life. Tout ce qui sort de ça a de l'air assez fucké. Les acteurs choisis sont solides. Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, Olivia Wilde elle-même est dans le film. Et pour vrai, je suis intrigué au plus haut niveau par ce film. La pochette est fuckée. Deux faces en un œil partagé ensemble. Je trouve ça vraiment hot. Je l'ai vu parmi plusieurs listes de gros hopes pour l'année. Je suis excité. Mais j'ai deux vite faites. J'ai pas mis les pochettes. En fait, j'ai trois vite faites. J'ai pas mis les pochettes, mais je l'ai dit vite. Oui, vite. Mais Evil Dead Rises, le nouveau Halloween, puis Texas Chainsaw Massacre. Ah ouais, t'as hâte à Texas Chainsaw, tu m'étonnes? Parce que me semble que c'est la première fois que j'ai hâte. Yeah. C'est la première fois que j'ai hâte parce que je regardais la bande-annonce, ça me faisait blé. Puis plus ça va, plus le film m'intrigue. Fait que, anyways, ben, je te laisse aller. Dans ma tête, ça peut pas être pire que genre Texas Chainsaw 3D. Ah, c'est que c'était mauvais. Je l'aime en fucking gros guillemets. Là. Ce qui est triste, c'est que la série de Texas Chainsaw, je l'aime pas tant. Non! J'aime l'original. Ben, c'est sûr que c'est très inégal comme série. Là. C'est ça, c'est pas une... On dirait qu'elle a jamais réussi à trouver son footing dans le... J'espère qu'elle la trouve là. Ce serait le fun. Ce serait vraiment le fun. Surtout que, si je ne me trompe pas, c'est produit par Fede Alvarez, qui a réalisé le remake de Evil Dead, Don't Breathe, puis je ne sais plus quoi d'autre. Yes. Mais non, c'est produit par lui, mais quand même, s'il y a sa touch, ça devrait être pas pire. Yes, je te laisse aller avec tes hopes 2022. Ben moi, tu l'as déjà dit, le nouveau Halloween, évidemment. Ouais. T'sais, oui, j'ai pas autant trippé que je l'aurais souhaité sur Halloween Kills, mais avec sa finale, je peux pas m'empêcher d'être excité pour Halloween Ends. Puis en plus, Jamie Lee Curtis est encore là. J'adore Jamie Lee Curtis. Encore là, c'est grand, tu sais, dans celui... dans Kills, était là. 5 minutes, gros top. Ouais. Gros top. Ouais. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir celui-là. J'espère qu'il ne sera pas repoussé. J'espère aller le voir au cinéma. Honnêtement, je n'ai vu qu'un seul Halloween au cinéma et c'était le Halloween 2 de Rob Zombie. Fait que j'aimerais ça voir un bon film de Michael Myers en salle. Moi, j'ai vu Halloween 1 et 2 de Rob Zombie au cinéma, puis moi, je les aime. Le 2...
Je les aime. Mais je les haïs pas. Sérieux, moi, je suis la personne la plus facile à satisfaire dans les films d'horreur. Comme tu m'amènes. OK, fallait que tu complètes ta phrase. Oui. Je suis la personne la plus facile à satisfaire. Mais, ouais, c'est ça. Non, moi, tu me donnes Michael Myers puis tu me donnes Jamie Lee Curtis, je suis comblé. Oui, je suis d'accord. Ensuite, un autre que j'ai pas capoté dessus, mais j'adore le personnage. J'ai hâte de voir Terrifier 2. Oh, ouais. Oui, j'ai hâte. J'adore le personnage de Art the Clown. Je trouve que Damien Leon a créé probablement ce qui va être le prochain gros boogeyman des slashers. Puis, ouais. Autant le premier m'avait semi-déçu parce que j'ai trouvé que c'était un film un peu pointless, genre comme c'est ça qui se passe, puis that's it. Mais celui-là, j'ai hâte de le voir, puis je me souviens plus trop qui va jouer dedans, mais il me semble que le casting il est cool. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a Phyllis Rose dedans. Puis tu connais mon amour pour Sleepaway Camp. Oui. Puis. Je suis pas sûr, moi, celui-là. Non! Non! Je suis pas un fan du personnage tant que ça non plus. Fait que je sais pas, même. Moi, je l'ai surtout aimé dans All Hallows Eve 1. Comme c'est à partir de là que mon amour pour le personnage s'est développé. Le film m'a un peu déçu, mais de ce que j'ai cru comprendre et de ce que j'ai lu, le deuxième devrait avoir plus d'histoire. OK. Donc, ensuite, moi, j'ai mis la deuxième partie de The Barn. Justin Simon a développé un univers tellement le fun, puis c'est un hommage tellement sincère et qui a l'air de venir du cœur des années 80. Ça a l'air de venir comme... je sais pas comment le dire, mais ce film-là, il dégage des années 80 à 100 000 à l'heure. Ça n'en pue quasiment. Là. C'est ça. Puis moi, j'adore ça. Comme j'ai vraiment hâte de voir The Barn 2. Yep. Ça a l'air le fun. Ça a l'air vraiment le fun. Puis, sérieux, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le premier, ben regardez-la. Puis, si vous n'avez pas vu le premier, ben regardez-le. Il est disponible sur Tubi, si je ne me trompe pas. C'est gratuit, fait que vous n'avez vraiment pas d'excuses. Et je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il était disponible sur YouTube aussi. Le premier. Il était disponible sur la chaîne Kings of Horror, si je ne m'abuse. Sinon, je vais faire un peu comme toi. Je vais shout out des films vite que j'ai hâte de voir l'année prochaine. J'en ai particulièrement 2. J'ai évidemment Evil Dead Rise. Dude, avec la nouvelle pochette, avec la main, pochette les buildings malade, sortent. Ça me fait un peu penser à un... Je ne sais plus si c'est une pochette ou une affaire promotionnelle en carton qu'il y avait des clubs vidéo dans le temps. Mais Demons de Lamberto Bava, il y a une affaire similaire, sauf que la main... Il parle de Demons 2. Hein? C'est Demons 2 qui a cette main-là. OK, peut-être. Je me mélange peut-être, parce que il me semble qu'il y a celle de Demons 1. C'est un peu similaire, mais c'est genre la main démoniaque tient les sièges de cinéma. Nice. C'est fucking nice. Fait que, j'ai vraiment hâte à Evil Dead Rise, même si Bruce Campbell sera apparemment pas dedans. Mais il a fait partie de la job pareil. Je pense qu'il est producteur. Ouais. Puis j'ai aussi... ça, je me garde une petite gêne, mais j'ai hâte au remake de Hellraiser. Ah, non, ça... Non? Moi, j'ai hâte. Je suis curieux. C'est écrit et réalisé par, si je ne me trompe pas, David Bruckner qui a fait The Ritual, c'est ça? Je pense. Ouais, mais... qui me parle pas, là. Non? Non. Moi, j'ai hâte. Puis, tu sais, le fait qu'ils ont pris une actrice, une actrice trans qui est... puis ça rappelle un peu Pinhead dans le roman original, parce que Pinhead, techniquement, c'était un peu une
espèce d'entité asexuée féminine. Ouais. Fait que le fait que ça ramène à ça, moi, j'ai vraiment hâte. Mais Doug Bradley, man. Ouais, je sais, mais Mais Doug Doug Bradley, ça fait Bradley. 2 films qui est plus dedans. Je le sais, mais je les ai pas regardés, puis je m'en fous de ces films qui sont pas dedans. Ben, Hellraiser Judgment est pas mauvais. Je l'ai vraiment aimé. Hellraiser Revelations, c'est un tas de mal. C'est vraiment pas bon. Gros cacamou. Oui. Ah! Hey, si, on a fait le tour. Ben oui, on a fait le tour. On a déjà fini. Donc, Je pitch mes notes. ben, c'est ça. Calisse tout à terre. Mais Carlis, c'est le fun. Comme d'habitude, je trippe et j'enjoy toujours parler de d'autres choses que du métal, bien sûr, parce que je parle souvent de ça, mais je parle beaucoup d'horreur chez Metal Oui, Minded quand oui. même. Parce que j'en écoute tout le temps, puis je mentionne toujours Horreur FM quand j'en Ouais, parle. j'essaie. Ça me fait tout le temps un petit vlot quand tu mentionnes Horreur FM. Je fais comme, il pense à moi. Je pense toujours à toi, man. Je dors, puis je pense à toi. Oh. Hey, sérieusement, Chris, je te laisse faire les shout-outs. C'est ta chaîne, pas la mienne, si je parle trop. Ben là, merci à tout le monde de nous avoir regardés. Merci à Simon pour la technique. C'est super apprécié. J'aime toujours ça. Faire des affaires avec vous autres. Toujours le fun. Donc, si vous avez aimé notre live de ce soir, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de choses comme ça. Honnêtement, j'aimerais ça en faire plus souvent. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Si vous êtes fan de musique métal, allez checker Metal Minded pour l'équivalent, mais pour la musique métal. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à Horreur FM, ben, que si vous attendez? Hey, moi, je vais faire un dernier shout-out. Hey, fuck you, j'avais fini. J'ai pas le choix, il faut que je le fasse. OK, go. Mais moi, je fouette tout le temps. Je fouette toujours Dan pour qu'il en fasse plus. Fait que remerciez-moi pour le fouetter. Je dis Dan, Nasty, let's go. Hey, merci tout le monde, Nasty. Bonne fin de soirée. Vous êtes malades. Merci. À la prochaine, guys.